Nous allons dans cette séquence rappeler ou présenter un certain nombre de définitions et de propriétés utiles lorsqu'on s'intéresse aux planètes. En particulier, nous allons nous intéresser à la façon dont s'effectue le mouvement des planètes, mouvement qui est décrit par les lois de Kepler. C'est Johannes Kepler qui a découvert les trois relations mathématiques, aujourd'hui dites lois de Kepler, qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite. Les deux premières lois ont été publiées en 1609 dans un livre intitulé Astronomia Nova. La troisième loi a été publiée plus tardivement, en 1618. Kepler a établi ces lois à partir des observations réalisées par l'astronome Tycho Brahe. Il ne pouvait pas démontrer ces lois. Il lui manquait, à l'époque, la loi de Newton, qui explique pourquoi le mouvement s'effectue ainsi et les principes fondamentaux de la mécanique. Mais il a introduit les notions de base qui décrivent le mouvement des planètes. La première loi de Kepler nous dit que, au cours de leur mouvement autour du Soleil, les planètes décrivent des ellipses dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. Regardons cette animation. Ici se trouve le Soleil, là notre planète est représentée par ce point bleu, et si on suit son mouvement annuel autour du Soleil, eh bien ce mouvement petit à petit décrit une ellipse. L'ellipse est une courbe plane fermée, elle appartient à la famille des coniques. Elle possède deux axes de symétrie, le grand axe et le petit axe. Le fait que ce soit des axes de symétrie signifie que si l'on replie l'ellipse selon l'un de ces axes, ici la moitié inférieure, celle-ci va exactement recouvrir l'autre moitié. Et c'est exactement la même chose si on replie l'ellipse selon l'autre axe, ici le petit axe. Le grand axe coupe l'ellipse en deux points que l'on va noter P et P'. Le centre du segment P, P', est le centre de l'ellipse et c'est un centre de symétrie pour tous les points de l'ellipse. Le grand axe et le petit axe se coupent en ce point, noté O, et ils sont perpendiculaires. On peut maintenant introduire deux points situés tous deux sur le grand axe et que l'on va noter ici S et S'. Ce sont les foyers de l'ellipse. Ils sont à égale distance du centre de l'ellipse, comme on peut le voir sur ce diagramme. À partir de ces deux points, S et S', on peut maintenant donner une autre définition de l'ellipse. L'ellipse, c'est le lieu des points M dont la somme des distances de M à S et de M à S', les deux foyers de l'ellipse, est constante. Constante que l'on va ici noter 2A. Donc MS plus MS' est égal à 2A. En d'autres termes, où que se trouve la planète lors de son mouvement annuel, la somme de sa distance au foyer S, où par convention on place le Soleil, et de sa distance au foyer S' est toujours identique. P, le point du grand axe le plus proche de S, le foyer, où se trouve le Soleil, est le périhélie. C'est l'endroit de son orbite où la planète est la plus proche du Soleil. La distance OP est ce qu'on appelle le demi-grand axe de l'ellipse, et il est noté petit a. Et on retrouve bien le petit a de la formule ms plus ms' égale 2a. P', le point du grand axe le plus éloigné du foyer S, où se trouve le Soleil, est lui ce qu'on appelle l'aphélie. Ceci étant défini, on peut maintenant introduire une autre grandeur qui est l'excentricité de l'ellipse, notée petit e. L'excentricité est le rapport de la distance du centre de l'ellipse au foyer, c'est-à-dire OS, et du centre de l'ellipse au périhélie, c'est-à-dire OP. On la note donc OS sur OP. Lorsque le foyer est confondu avec P, E est égal à 1 et l'ellipse devient une parabole, courbe plane, ouverte et symétrique par rapport à un axe. Si E est strictement supérieur à 1, on parle alors d'hyperbole. Dans le cas où E est compris entre 0 et 1, on a affaire à une ellipse. Et enfin, lorsque E est égal à 0, les deux foyers sont confondus avec le centre de l'ellipse, on retrouve le cercle. On retiendra de cette première loi que le mouvement d'une planète s'effectue dans un plan. La taille de l'orbite est donnée par petit a, le demi-grand axe de l'orbite elliptique. La forme de l'orbite, quant à elle, est donnée par petit e, l'excentricité. Une excentricité nulle correspond à une orbite circulaire, tandis que plus l'excentricité est élevée, plus l'orbite est de forme allongée. La seconde loi de Kepler nous dit qu'au cours du mouvement orbital, le rayon vecteur joignant les centres du Soleil et d'une planète balaie des aires égales en des temps égaux.
Commençons par définir ce qu'est le rayon vecteur. Il s'agit tout simplement d'une droite imaginaire qui lie le centre du Soleil, situé à l'un des foyers de l'ellipse, au centre de la planète, situé sur l'ellipse. Et ce rayon vecteur est ici matérialisé sur notre dessin par le segment rouge. Maintenant, pour comprendre la seconde loi de Kepler, considérons la planète à un moment donné au cours de son mouvement autour du Soleil. Sa position est matérialisée sur le dessin par le point P1. Un moment plus tard, son mouvement autour du Soleil l'a amené à se trouver en position P2. Ces deux positions, P1 et P2, et le Soleil, définissent une surface, ou R, notée ici S, P1, P2, et matérialisée par la couleur verte. Pour aller de la position P1 à sa position P2 autour du Soleil, la planète a mis le temps que nous noterons ΔT. Maintenant, considérons la planète plus tard sur son orbite dans une position M1, puis en une position M2. La position M2 a été choisie de telle sorte que la surface sous-tendue par M1, M2 et S, surface qui est apparue en vert sur votre écran, soit exactement la même que la surface P1, P2 et S, elle aussi colorée en vert. Ce que nous dit la seconde loi de Kepler, c'est que la planète met le même temps pour passer de sa position P1 à sa position P2 que pour passer de sa position M1 à sa position M2, puisque les surfaces S, P1, P2 et S, M1, M2 sont égales. Or, puisque comme le montre ce dessin exagéré, l'arc P1, P2 est plus long que l'arc M1, M2, il faut donc que la vitesse de la planète change selon l'endroit de son orbite où elle se trouve. Puisque pour aller de P1 en P2, la planète doit parcourir une plus grande distance que pour aller de M1 en M2, mais en disposant toujours du même temps pour parcourir ces deux distances, alors sa vitesse doit être supérieure à ce moment-là, puisque la distance est plus longue. En conclusion, la planète ne parcourt pas son orbite avec une vitesse uniforme. Au périhélie, point de l'orbite où la planète est la plus proche du Soleil, la vitesse est maximale, tandis qu'à l'aphélie, point de l'orbite où la planète est la plus éloignée du Soleil, sa vitesse est minimale. Ces écarts de vitesse seront d'autant plus marqués que l'excentricité de l'orbite de la planète est forte. Si l'excentricité est nulle, alors l'orbite est circulaire et la planète parcourt son orbite avec une vitesse uniforme. Enfin, la troisième et dernière loi de Kepler concerne le rapport du demi-grand axe de son orbite, élevé au cube, et de la période P d'une planète mise au carré. On montre que ce rapport est égal à l'expression qui apparaît sur votre écran, à savoir la somme de la masse du Soleil et de la masse de la planète, multipliée par une constante qui est simplement la constante de gravitation divisée par 4π. Par suite, le carré de la période P d'une planète est proportionnel au cube du demi-grand axe petit a de la trajectoire elliptique de la planète. En d'autres termes, la durée de révolution orbitale augmente avec le demi-grand axe de l'orbite, c'est-à-dire avec la distance de la planète au Soleil. Plus une planète est loin du Soleil, plus son année sera longue. À titre d'exemple, Pluton met quelques 248 années pour boucler son orbite, tandis que Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une période de révolution de 88 jours seulement. Reprenons l'équation générale. Dans le système solaire, quelle que soit la planète que l'on considère, sa masse est bien plus faible que celle du Soleil. On peut donc en première approximation négliger la masse de la planète, et la troisième loi de Kepler nous dit alors que le rapport du demi-grand axe de son orbite au cube et de la période de la planète au carré est égal à la même constante que pour toutes les planètes du système solaire. Cette loi relie donc les planètes entre elles, puisque le rapport est égal à la même constante, et ce, quelle que soit la planète. Une planète notée 1 aura donc le rapport du demi-grand axe de son orbite au cube et de sa période orbitale au carré égal à ce même rapport, mais pour une autre planète du système solaire. Pour clore cette séquence sur le mouvement des planètes, voici le type de table que vous trouvez dans tous les livres d'astronomie, même ceux destinés au grand public. Vous retrouvez dans cette table les paramètres dont nous avons parlé, le demi-grand axe de l'orbite de la planète, son excentricité et sa période orbitale, c'est-à-dire le temps que la planète met pour faire le tour du Soleil. Vous noterez que le demi-grand axe, ici, est exprimé en prenant comme unité le demi-grand axe de la Terre,
C'est ce qu'on appelle l'unité astronomique, UA en abrégé. Une UA vaut 1,49 10 puissance 11 mètres, soit 14 900 000 milliards de mètres. La période orbitale, elle, est exprimée en années terrestres. Utiliser ces unités permet de mieux voir comment les planètes se comparent à la Terre. Vous noterez également que les planètes sont ici rangées dans cette table par distance croissante au Soleil, depuis Mercure jusqu'à Neptune, la planète la plus lointaine dans notre système solaire. Comme nous l'avons vu avec la troisième loi de Kepler, les périodes orbitales augmentent donc en conséquence. Enfin, en ce qui concerne les excentricités, celles-ci sont très petites, de l'ordre de quelques centièmes, à l'exception de Mercure. Donc pour la plupart des planètes dans notre système solaire, le mouvement est presque circulaire. L'exception notable à cette règle, c'est Mercure, qui a une excentricité marquée, et on voit donc que sa distance au Soleil va changer de façon importante entre le moment où elle passe au périhélie, là où elle est le plus proche du Soleil, et le moment où elle passe à l'aphélie, c'est-à-dire lorsqu'elle est au point de son orbite, le plus éloigné du Soleil. Nous en resterons là pour cette séquence. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.